Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter cette histoire au sujet du pervers narcissique. Le pervers narcissique dont je parle précédemment dans une vidéo sur ma chaîne. Je ne sais pas si tu l'as vue, c'est une vidéo qui compte à ce jour plus de 60 000 vues. Je remercie à ce propos ceux qui l'ont aimé et partagé. C'est grâce à vous et à votre contribution qu'elle a obtenu ce succès. Je vous remercie aussi pour tous vos commentaires. J'ai été épaté de voir comment elle avait à ce point suscité l'envie de prolonger mon récit par vos propres expériences. J'ai adoré vous lire. Une vidéo donc manifestement assez convaincante, mais en même temps une vidéo où finalement je dis encore peu de choses. Il s'agit d'un tour plutôt général au sujet de mon vécu avec le pervers dont je parle dans cette vidéo et dont bien sûr je n'ai pas le droit de donner l'identité. En même temps, ça tombe bien puisque ça n'est pas le but. Je voudrais aujourd'hui poursuivre ce récit par cette histoire très particulière qui me revient en mémoire et qui là, ces jours-ci, semble vouloir s'installer dans l'esprit, comme si on me tapait sur l'épaule et m'incitait à refaire une vidéo sur ce sujet. Parce qu'en même temps, c'est une histoire mystérieuse et qui, je le pense, dit beaucoup sur le fonctionnement de l'esprit du pervers narcissique, sur le farfelu des situations qu'il est capable de construire. Farfelu, c'est même un mot faible, je trouve. Je pense que le mot plus approprié, c'est des situations dingues qu'il est capable de tramer, comme tu vas pouvoir ici le constater. Je voudrais d'ailleurs, parmi ceux qui ont regardé cette vidéo, qui auront regardé cette vidéo jusqu'au bout, et qui ont vécu la même chose ou quelque chose de similaire, qu'ils me le disent en commentaire sous cette vidéo, je vous prie, merci, par avance. C'est important pour moi et ça fait partie des raisons pourquoi je publie cette vidéo. Je voudrais savoir s'il s'agit là de quelque chose de caractéristique concernant les pervers narcissiques. Car pour moi, même 30 ans après cette histoire, même 30 ans après, c'est un moment qui encore reste incroyablement mystérieux. La raison pour laquelle ce souvenir est encore là dans mon esprit, 30 ans plus tard. Comme quelque chose de non résolu. Donc je compte sur vous. Merci pour partager vos expériences si tu le veux bien. N'oublie pas aussi de liker cette vidéo, je te prie. C'est déjà pas facile de livrer ainsi sa vie personnelle en public. Je pense que ça vaut quand même bien un like en retour. Encore merci. Tu vas voir, le récit en lui-même finalement est très court. C'est l'énigme que suscite le comportement de la personne qui est là et tenace. Alors, voici donc cette histoire. Un jour, j'ai ce pervers narcissique qui veut absolument me raconter un événement qu'il a vécu dans sa journée. Dans l'après-midi, il me semble, ou c'était peut-être la veille, bref, peu importe. Donc, il me raconte cet événement. Il était en ville, sur le trottoir, avec d'autres gens. Je ne sais pas ce qu'il faisait exactement. Il faisait des courses, sans doute. Il y avait du monde sur le trottoir avec lui qui marchait et qui faisait aussi leurs courses. Jusque-là, rien d'anormal. C'est la vie normale dans une ville de taille moyenne. Et puis, dans cette rue, un peu animée par ces gens qui flânent devant les vitrines, il y a un jeune qui arrive tout à coup de nulle part. Comme il l'appelle, il y a un jeune qui arrive en courant sur le trottoir et qui semblait pressé et puis qui faisait des gymkhana entre les gens, c'est ce qu'il me dit, pour essayer d'aller plus vite. Il courait entre les personnes, sautait d'un pied sur l'autre, en essayant de passer au travers de ce rassemblement sur le trottoir. Et semblait s'amuser de cette situation. C'est en tout cas ce qu'il me fait comprendre
de ce qu'il me décrit, c'est ce que je comprends de ce qu'il me décrit. Et il me décrit cette situation comme ridicule. Absolument ridicule. Comme la sommité du ridicule. Avec une insistance tenace. Et je vois bien qu'il veut que je comprenne que la situation était vraiment ridicule. Son insistance est telle que ça devient pesant. Il y a dans la pièce où nous sommes à ce moment-là, il me semble que c'était la cuisine, une atmosphère qui s'alourdit d'une manière un peu imprévue. C'est d'ailleurs la vie avec un pervers narcissique qui est un peu ainsi. Hein. C'est un peu toute la vie avec le pervers narcissique qui est ainsi, il faut le savoir. Hein. Tu es là, tranquille dans ta journée, tu as des choses à faire, tu es focus sur tes buts de la journée, et puis tout à coup, il y a du drame, créé de toute pièce par cette personne, par ce pervers narcissique. Et c'est le cas à ce moment-là. L'insistance est lourde sur quelque chose qui, a priori, aurait dû rester banal. Je poursuis ce récit. Oui, excuse-moi, j'ai changé de t-shirt parce que je m'aperçois que le t-shirt précédent ne va pas du tout. C'est un piège, en fait. Le t-shirt est un piège. Je poursuis ce récit. Donc, il me semble que quelqu'un de normal peut avoir envie de raconter l'histoire que je viens de te raconter, bien sûr. Bon, il n'y a rien de choquant à ça, pourquoi pas. Mais, a priori, plutôt pour s'en amuser. Je pense qu'il vaut mieux s'en amuser, d'ailleurs, non ? Et raconter cette histoire d'une manière détachée. Je pense que quelqu'un de normal raconte cette histoire dans une forme relativement détachée. Il n'y a rien de grave là-dedans, c'est juste un jeune qui, à un moment donné, s'oublie un peu. Un jeune, d'ailleurs, ça reste un peu mystérieux. Qu'est-ce qu'il appelle un jeune à ce moment-là ? Je pense que c'est plutôt un adolescent, parce que pour me l'attribuer, comme je vais te l'expliquer là dans la suite, il faut que ce soit un ado. Moi, j'ai 25 ans à ce moment-là, mais je pense que ce qu'il appelle un jeune, c'est plutôt un adolescent de 14-15 ans qui court sur ce trottoir, donc. Bref. Parce que la vision de ce pervers narcissique, la vision qu'a ce pervers narcissique de moi, de ma personne, c'est cet âge-là, c'est 14-15 ans. Et je vais te dire même encore aujourd'hui, on a cette personne qui a toujours cette vision de moi comme quelqu'un de 14-15 ans. Il y a comme quelque chose qui reste, comme un cerveau qui là se fige et ne bouge plus d'une réalité qui, elle, est passée depuis bien longtemps. Je pense que si tu connais la perversion narcissique, si tu as vécu aussi avec j'allais encore dire cette maladie, c'est pas une maladie, c'est ce type de personne, ce type de personnalité, tu seras d'accord avec moi que c'est vraiment quelque chose qui les caractérise particulièrement, c'est-à-dire cette façon dont leur mode de pensée, leur vie, leur construction entière de la réalité est figée sur des situations qui n'existent plus. Et figée incroyable, d'une façon incroyable. Comme en principe, on ne peut pas le croire. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est cette personnalité particulière du pervers narcissique ne peut pas croire comment ces gens restent figés dans leur entendement de la réalité. Bref. Donc je pense que quelqu'un de normal raconte cette histoire dans une forme relativement détachée. Pour revenir à mon récit, il n'y a rien de grave là-dedans. C'est vraisemblablement un adolescent qui, à un moment donné, s'oublie un peu. Bon, comme ça peut arriver, je crois que c'est ce qu'on appelle la jeunesse, non ? Il s'abandonne à son jeu au mépris un peu des gens qui sont sur le trottoir. C'est un truc de jeune, c'est un truc d'ado. Il n'y a pas lieu d'affolement ici, rien de bien extraordinaire à ça. Mais là, j'ai ce pervers narcissique qui vraiment insiste sur le fait que c'était ridicule.
Et puis je le vois qui s'excite tout seul, qui s'agace, qui commence à fulminer, comme il le fait d'ailleurs souvent quand il s'adresse à moi à cette époque-là. Et puis je le vois très insistant dans son regard aussi. Il me regarde d'une manière très affirmée. C'était ridicule. C'était ridicule. Et il survient comme une lourdeur dans la pièce à ce moment-là. J'ai l'impression qu'il monte à ce moment-là, donc, et c'est là où je voulais en venir, qu'il est en train, je crois qu'il est en train à ce moment-là de m'attribuer le comportement de ce qu'il appelle ce jeune. À l'époque, donc, je dois avoir, je te l'ai dit, 24-25 ans, et il est dans l'attitude qu'il a quand il me fait un reproche, les mêmes yeux, la même excitation, le même timbre et volume de voix, bref, c'est un moment curieux. Au point, tu vois bien que c'est un truc qui, dans mon esprit, a traversé le temps, comme tu le vois, qui a eu lieu il y a plus de 30 ans, et qui, malgré tout, m'est resté dans la mémoire comme quelque chose de mystérieux. Qui s'était passé quelque chose qui restait là mystérieux, et qui en disait long sur la personnalité de ce pervers narcissique, de cette personne de ma famille. Je le rappelle bien sûr qu'à l'époque dont je te parle ici, dans les époques 90, je ne connais pas, et sans doute pas grand monde non plus, ne connaît ce trouble grave de la personnalité qu'on appelle la perversion narcissique. Une information dans ce qui s'est passé ce jour-là qui en dit long sur sa logique de pensée, et même de vie finalement, sur son comportement. Il est là en train de faire un transfert du comportement de ce jeune que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, je n'étais pas là non plus ce jour-là, qui est un comportement peut-être en effet irresponsable, peut-être effectivement irrespectueux, mais non d'un chien. Il est en train de me l'attribuer. Il est en train de me faire ce reproche à moi. Et à ce moment de ma vie, je ne trouve pas d'explication à ça. Aujourd'hui, c'est peut-être plus facile. Le pervers narcissique, il faut savoir qu'il est en permanence en recherche d'une raison ou deux raisons d'en vouloir à sa proie. Il est en permanence à se fabriquer des justifications de la haine qu'il a contre moi à ce moment-là. Et à justifier qu'il faut m'en vouloir et qu'il faut me punir pour des fautes, pour un comportement, pour un mode de pensée ou des intentions qu'il m'attribue. Et tout ça est forcément imaginaire. Et il va tirer son imagination dans ses où. Parce qu'on le voit, en fait, en permanence, en train d'inventer des raisons de m'en vouloir. Dans son harcèlement, j'ai d'ailleurs cette histoire à te raconter aussi. Il y a ce moment, tu vas voir, c'est quelque chose qui est complémentaire par rapport à ce que je viens de te raconter. Cette autre histoire, c'est que il y a dans ce moment, dans sa journée, à cette personne, où il fait sa sieste. Donc, tous les jours, il fait sa sieste. Et donc, juste après le déjeuner, et pendant sa sieste, il ne faut plus bouger le petit doigt, même le petit doigt. J'exagère à peine, tu vas voir. On en arrive au fil du temps, le week-end quand je rentre donc de la fac, où peu à peu s'installe cette idée qu'à partir du moment où monsieur fait la sieste, il ne faut plus bouger un cil de tout le moment où donc il fait sa sieste. Quand je dis le petit doigt ou un cil, comme tu vas le voir dans mon récit, j'exagère à peine. Même en marchant pieds nus, par exemple, dans le couloir, en descendant l'escalier, avec toute la déférence qu'il faut, de manière à ne jamais rompre le silence parfait qu'il réclame, avec le calme et la lenteur qu'il faut pour à un moment donné avoir intégré de ne plus devoir du tout émettre un son, eh bien, dans la mission quasi militaire qui est la mienne à ce moment-là, lorsque je descends l'escalier, donc, dans la maison familiale, la rampe sur laquelle je m'agrippe pour essayer de ne pas faire du tout de bruit se met à faire un petit craquement, quasi inaudible. On est à ce moment de ma vie, avec ce pervers narcissique, où il prend ce rien du tout pour une autorisation à me hurler dessus depuis sa chambre. Que je le dérange et que je l'empêche de dormir.
Donc, d'une part, on a ce comportement du con qui ose tout, tu seras d'accord avec ça, du pervers narcissique qui forcément sait que ce qu'il est en train de me reprocher est complètement farfelu. Et là, moi-même, je suis obligé de réagir, parce que ça n'est trop pour pouvoir encore ignorer qu'il se moque de moi. C'est devenu tellement absurde que ça m'oblige à réagir. Moi qui suis pourtant complètement aplati devant cette personne à cette période-là de ma vie, je suis là obligé de réagir parce que sa ficelle devient trop grosse. On a là ce pervers narcissique qui n'est plus du tout dans une logique de sieste. Il s'en fout complètement de la sieste. Il est à l'affût, il est dans une quête du moment où il va pouvoir me faire sortir de mes gonds. Il est dans une quête absolue, une quête éperdue, une quête affolée, je vais dire, une quête désespérée de tout ce qui va pouvoir se présenter à lui pour en faire un événement, me faire sortir de mes gonds et me harceler. Eh bien, il faut savoir que ça va bien sûr, bien évidemment, et pourquoi pas après tout, jusqu'à m'attribuer des choses que font d'autres qu'il a vu l'après-midi, dans la journée ou la veille. Et que là, il me raconte comme si c'était moi, comme si c'était un reproche qu'il me faisait à moi. Et dans ce jeu de pervers narcissique, dans ce jeu qu'il théâtralise là, dans ce théâtre qu'il monte, pour bien me montrer que c'est bien à moi qu'il fait ce reproche, il veut me montrer que c'est bien à moi qu'il fait ce reproche. Donc, il théâtralise la chose de manière à bien me montrer que c'est à moi qu'il fait ce reproche. La malignité supplémentaire qu'il ajoute dans cette stratégie par rapport à la précédente, dans la stratégie que je t'ai racontée précédemment, quand il prend le comportement d'un autre pour me l'attribuer, eh bien, la malignité supplémentaire qu'il ajoute dans cette stratégie, donc, c'est que là, il ne pourra plus être piégé finalement. Je ne vais pas pouvoir les dire, mais attends, tu n'es quand même pas en train de me reprocher ce qu'a fait ce gars-là. Et lui, il pourrait me répondre, mais enfin, mais qu'est-ce que tu es en train d'imaginer? Tu deviens fou. Il peut utiliser ce moment pour me faire passer pour un parano. Il me laisse donc avec ce doute dans la tête. Effectivement, c'est ce qu'il est en train de tramer là contre moi. C'est ce théâtre qu'il est en train de tourner contre moi. Mais auquel moi-même, qui le vis, ne peut pas croire totalement pour être trop incroyable. Et ainsi, le timide que je suis à cette époque n'ose pas en parler. Je reste avec mon doute. Un doute qui, bien sûr, creuse sa galerie dans ma tête. Tu comprends? Et la proie, dans ce cas-là, c'était mon cas à ce moment-là. Et je pense, dans le cas de toutes les proies, on cette question qui vient et qui est: est-ce que ce gars-là, ce pervers narcissique dans ma vie, là, est dans une sorte de confusion dans son esprit parce qu'en tant que proie, je justifie ce qu'il est en train de faire. Donc je peux me dire, par exemple, que je l'agace tellement, ce gars a tellement de haine contre moi, qu'il va jusqu'à me rendre responsable de tout ce qu'il agace dans sa vie. Or, je suis dans une situation de dépendance, je te l'ai dit, notamment financière, complète vis-à-vis de cette personne à ce moment-là. Et c'est une réalité dont je ne peux pas me détourner, puisque c'est bien dans ce type de réalité que je compose, à savoir éviter au maximum de réagir à ces provocations. Mais là, c'est trop grave, c'est trop absurde, surtout venant d'une personne en qui je suis censé donner mon entière confiance. Et c'est la raison pour laquelle, je pense, cet événement, 30 ans plus tard, me hante encore. Même s'il n'a heureusement plus laissé aucune séquelle émotionnelle, c'est tout de même une mémoire qui me hante comme quelque chose d'incroyable et de non résolu. Ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, à l'heure où je raconte cette histoire, c'est que je sais que j'avais affaire à un pervers narcissique. Une personne qui est dans la conscience de ce qu'il fait. Mais ça, je le sais qu'aujourd'hui. Je sais qu'il construit du drame autour de sa proie de manière à la harceler. Ce qu'il y a de commun avec l'événement du petit craquellement de la rampe sur laquelle je m'agrippe, ce que je t'ai raconté là,
pour absolument ne pas faire de bruit. Dans cette soumission entière face à mon bourreau, il y a là une forme de déconstruction de la réalité. C'est ça qu'il y a entre ces deux récits que je te fais finalement similaires. En commun avec ce récit que je fais ici de ce jeune et ses mauvaises actions, entre guillemets, que là, il m'attribue. Ce transfert que fait sur moi ce pervers narcissique à ce moment-là, il y a là la déconstruction de la réalité. La réalité telle que tout un chacun a pris l'habitude d'analyser et de faire exister. Ce serait aujourd'hui, bien sûr, avec tout ce que je sais, avec la confiance qui est la mienne aujourd'hui, et que je tire entre autres de mes 12 années de psychanalyse, 12 années, c'est quelque chose que forcément je lui remettrai sous les yeux et auquel j'exigerai des explications. J'exigerai des comptes. Je ne vais pas rester avec ce doute. Aujourd'hui, je ne resterai pas avec ce doute. Bien sûr, aujourd'hui, je ne laisserai plus quelqu'un comme ça m'attribuer la faute d'un autre. Et si je suis encore dans la dépendance financière, ce qui n'est plus le cas, bien heureusement, mais à ce moment-là, je fais mes études. Mais même si j'étais encore dans cette dépendance financière de cette personne, je ferai ça d'une manière qui resterait aimable, mais ce sera fait obligatoirement. Il faudra qu'à un moment, je demande des comptes sur ses intentions et la logique qui l'amène à agir avec moi de la sorte. De manière sérieuse, de manière convaincante et de manière insistante. Mais à l'époque, je reste dans une forme d'expectative, sur un doute, sauf dans le cas du craquement de la rampe, où là, je sais que j'ai affaire à quelqu'un qui me cherche, là, c'est sûr. Mais là encore, le doute est dans le pourquoi il fait ça. Et cette question de pourquoi il fait ça, justement, m'amène à m'aplatir devant lui, à essayer de faire bien à cette époque-là, à essayer d'être plus gentil, plus compréhensif, essayer de plus entendre ce qu'il attend de moi. Et c'est le but. Le but est de me mettre dans une situation, finalement, je ne suis plus rien face à lui. Je suis son esclave totalement dévoué, dévoré psychologiquement et même physiquement. À cette époque-là, il faut savoir que j'ai des projets de vie. À 24 ans, 25 ans, tu as des projets de vie. Je suis à l'université, c'est le moment où on construit sa vie. Je suis amoureux, je fais du sport, je suis passionné par le sport que je fais, ça marche pas trop mal. Je veux dire, j'ai une vie et je suis en train de construire ma vie. Et là, j'ai ce personnage qui s'impose comme un boulet total, qui prend tout le champ et qui m'interdit cette construction. Et à l'époque, quand je dis que physiquement, je ne suis pas attaqué que psychologiquement, je suis attaqué physiquement aussi, c'est justement des douleurs qui apparaissent, des blessures, qui m'empêchent de poursuivre le sport pour lequel je suis passionné. Et c'est une époque, c'est une période qui va mal se terminer pour moi, puisque je finis à l'hôpital avec ce qu'on appelle un pneumothorax, atteint d'un pneumothorax. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu te renseignes. C'est assez grave et je suis à l'hôpital pour un petit moment pour soigner ce problème. Donc quand je te dis que je suis atteint physiquement, c'est une réalité. À un moment donné, ce trouble psychologique qu'induit le comportement de cette personne dans ma vie, de ce bourreau dans ma vie, induit des maladies graves dans le corps, induit des difficultés pour poursuivre ma vie, pour construire ma vie, et finit mal puisque ça finit par quelque chose qui m'empêche même de me présenter à l'oral du CAPES à l'époque. Je suis reçu à l'écrit et je ne peux pas me présenter à l'oral à cause de ce pneumothorax qui m'envoie à l'hôpital. Donc on est là quand même dans des agissements graves de cette personne qui pourtant devrait avoir ma confiance, devrait vouloir ma confiance, devrait construire ma confiance. Or là, son but est de me mettre dans une situation où finalement je ne suis plus rien, c'est pas finalement, où je ne suis plus rien face à lui. Il doit prendre
toute la place dans mon esprit. Il n'y a que lui, il n'y a lui et rien que lui dans ma vie. C'est une exigence. Je suis son esclave, totalement dévoué, dévoré psychologiquement et même, donc, je te l'ai dit, physiquement, parce qu'à ce moment-là de ma vie, il me tient. Et je le redis, à cette époque, je ne comprends pas, je ne sais pas à qui j'ai affaire. On ne parle pas de perversion narcissique, on ne parle pas de pervers narcissique encore à cette époque, et Internet n'existe pas encore non plus. Il est donc beaucoup plus difficile d'obtenir des informations et du recours. Alors, il y a quand même quelque chose que je dois ici redire à mon sujet, pour que tu comprennes bien la situation. Je suis ici la proie de ce pervers narcissique, et je me suis au fil du temps complètement aplati devant mon bourreau. Ce que je dois quand même rappeler, c'est qu'à ce moment-là, je suis né et j'ai grandi dans une famille entièrement gangrénée par la perversion narcissique. Je n'ai connu que ça dans ma vie. Je suis un esclave, finalement, depuis tout petit, depuis que je suis né. La raison pour laquelle il est si facile pour mon bourreau à l'époque de me pervertir finalement, pervertir mon esprit et me rendre esclave de son comportement et des situations qu'il construit et du théâtre qu'il construit autour du drame permanent dans ma vie. Un drame, bien sûr, qu'il construit. C'est ce que je veux te dire, n'est-ce pas? Alors, parce que c'est quelque chose que j'explique dans ma vidéo précédente, celle dont je t'ai parlé, là, celle qui a fait 60 000 vues, mais qu'il faut, je pense, que je rappelle dans celle-ci, pour qu'on comprenne bien le contexte dans lequel se déroule cet événement. Je suis donc déjà très affecté par tout mon vécu, même si je n'ai à ce moment-là que 24 ans. Il est facile dès lors de m'imposer des conditions qui auraient été bien sûr inacceptables par la grande majorité des gens de mon âge. Mes amis de l'époque d'ailleurs ne pouvaient pas comprendre la situation. Et même si dépendant financièrement, je veux dire, c'est pas une raison suffisante pour pouvoir accepter de telles conditions invraisemblables, absurdes. Je suis donc dans une position de proie psychologiquement complètement étouffée dans ses capacités de rébellion et à qui finalement on ne parvient plus à reprocher quoi que ce soit parce que j'accepte sans plus rien dire les conditions qui me sont là imposées. J'accepte tout. Je me tais, je me terre, je me tapis, je m'aplatis. Or lui, le pervers narcissique, il a besoin, et c'est quelque chose que je sais aujourd'hui, je ne savais pas à l'époque, il a besoin de voir sa proie réagir. Le pervers narcissique a besoin de voir, dans la souffrance et la colère de sa proie, le pouvoir qu'il a sur son esprit. Donc comment me harceler plus encore? Comment me désespérer? Puisque je ne réagis plus à rien de ce qu'il me reproche. Eh bien, en m'attribuant des fautes commises par d'autres que moi. C'est l'explication que je trouve aujourd'hui. On a ici affaire à un génie du mal. C'est là qu'on voit qu'on a affaire avec ces pervers narcissiques à des constructions maléfiques. Là, je lâche le mot, maléfique. Là, je veux dire qu'une fois que j'ai pris en compte ce qu'il vient de faire dans ma journée, dans ma vie, je suis obligé de me rendre compte qu'il n'y a pas d'issue pour moi. Il n'y a rien qui va pouvoir faire cesser ce harcèlement. Il ne suffira pas de m'aplatir devant lui, hein? Il ne suffira pas de s'éteindre, il ne suffira pas de se faire oublier, puisque même dans cet état de soumission totale, complète, on a ce pervers narcissique qui va chercher chez d'autres ce qu'il va pouvoir me reprocher à moi. Le but est, je pense, de susciter là une forme de désespoir. Il n'y aura jamais de solution. Il n'y aura jamais aucun moyen de s'en sortir. Il n'y aura aucun moyen pour moi de garder la paix. Ce que je veux souligner ici aussi, c'est qu'on a ici la logique qui disparaît. Une structure de réalité, je pourrais dire un principe de réalité, qui ici n'a plus d'importance. Ce pervers
narcissique a né à construire des événements qui ont existé effectivement, dont c'est encore le seul petit lien avec la réalité. Mais que, bien que n'ayant aucun rapport avec moi, sa proie, c'est pourtant bel et bien à moi qu'on va faire le reproche du comportement d'un autre. Et si on poursuit cette logique du pervers narcissique, on n'aura bientôt plus du tout besoin de la réalité pour justifier de faire du mal autour de soi. Il y a quelque chose d'essentiel que je voudrais ici rajouter avant d'en terminer avec cette vidéo. Quelque chose que j'ai pu aussi observer de ce pervers narcissique qui, à la suite de du récit que je viens de formuler ici, et qui en dit encore beaucoup sur ce type de personnalité dans leur fonctionnement psychologique. Donc j'ai quelque chose à rajouter qui dit beaucoup sur ce fonctionnement psychologique. Ce que je voudrais que vous sachiez ou que tu saches, c'est que je n'ai jamais pu obtenir d'excuses de la part de ce pervers narcissique concernant le mal qu'il m'a fait, bien que je les ai réclamés après cet épisode, après cette partie de ma vie où je suis sur le point de terminer mes études, d'entrer dans une carrière de professeur de physique en lycée. Je te rappelle que je suis reçu à l'écrit du CAPES de sciences physiques. Nous sommes alors au printemps 1991. Et il ne me reste plus qu'à aller passer l'oral pour finalement entrer dans les meilleures conditions qui soient dans ma vie d'adulte. Et là, patatrac, je tombe malade gravement, je suis à l'hôpital au moment de l'oral du CAPES donc, et j'entre ensuite dans une période de dépression qui me tiendra plusieurs mois. Et donc, je ne sortirai que petit à petit, durant notamment la psychanalyse que j'initie alors. Je te rappelle aussi qu'au quasi même moment, non seulement je perds la pratique du sport qui me passionne alors, l'athlétisme, dans les conditions que je t'ai relatées, et je perds aussi définitivement de vue la nana dont j'étais très amoureux à ce moment-là, et avec qui ça n'a finalement jamais bien pu se passer, d'une part pour être dans un état psychologique très négatif et très bloqué, du fait déjà de mon enfance, pour pas dire pire, et du fait de mon enfance volée, donc, je pense que c'est ainsi qu'il faut le dire, et d'autre part, du fait des violences permanentes, psychologiques et parfois même physiques, que je subis chaque week-end lorsque j'entre au domicile familial. Je pense pouvoir résumer la situation de la manière suivante. Non seulement je n'ai pas eu droit à une enfance normale, mais en plus, on trouve le moyen de me voler ma meilleure vie, c'est-à-dire mon entrée dans ma vie d'adulte. Pendant que je suis à l'hôpital, on me déménage mon studio de Toulouse, ville dans laquelle donc je n'ai plus de résidence. Je vais durant mes mois de dépression, on est alors à l'été, résider au domicile familial. J'ai à ce moment-là droit à une trêve. Mon bourreau a gagné, je suis détruit, ma meilleure vie est perdue, définitivement perdue, et j'ai droit alors à une trêve dans le harcèlement dont je faisais l'objet jusque-là. Ma tête est malade, je ne sais pas si tu sais ce qu'est une dépression. Moi non plus à ce moment-là avant d'y tomber, mais c'est assez terrible à vivre. Par contre, on me fout la paix. Et on me parle gentiment. Quel miracle! J'ai droit à ce qu'on me parle gentiment, t'imagines? À moi le monstre! On me parle enfin gentiment. Alors ça m'épate. J'en profite donc entre deux assauts de l'esprit dans ma volonté de mourir. Oui, c'est la dépression que je suis en train de décrire là. Donc j'en profite dans un des moments où mon esprit veut bien se concentrer sur autre chose que la dépression pour demander des excuses à mon bourreau. Et là, il se passe quelque chose. Rien. Non, attends, c'est intéressant, tu vas voir. Voilà donc ma demande à peu près texto. Tu pourrais quand même faire des excuses, non?
au moment où je formule cette requête, qu'en principe on est d'accord, je ne devrais pas avoir formulé, mon idée est d'introduire une discussion autour de ce qui se passe depuis 2-3 ans, et principalement lors de la dernière année, la plus terrible, celle de ma prépa CAPES. Je pense alors que mon pervers narcissique, que je ne sais pas encore être pervers narcissique à ce moment de ma vie, hein, tu as compris un peu le contexte, n'a pas conscience, je pense qu'il n'a pas conscience du mal qu'il fait. Ce qui s'est passé est incompréhensible, mais ça a été finalement aussi incompréhensible qu'insoluble, cette affaire-là. Et j'ai alors envie de comprendre. Et là, voilà texto la réponse que j'obtiens. Non, je ne peux pas. Et c'est une réponse en même temps que d'être forcément très décevante. C'est aussi et surtout plein d'enseignements. Il n'a donc pas renié le fait qu'il me devait des excuses. Et ça, à ce moment-là, ça m'étonne. Et je pense que c'est très caractéristique de ce trouble de la personnalité du pervers narcissique. Ce qui m'étonne à cette époque, c'est que j'ai un pervers narcissique qui donc sait qu'il m'a fait du mal, qu'il sait qu'il a fait exprès, qui ne le nie pas, dans le « je ne peux pas », il ne le nie pas, mais qui en même temps est dans l'incapacité de me faire des excuses, et dans une incapacité qui est là énoncée, qui est formulée. Bien entendu, on a là cette personne qui a perdu une belle occasion de se racheter et une belle occasion de commencer un travail de changement dans ce « je ne peux pas ». Et je sais aujourd'hui, 30 ans plus tard, que ce « je ne peux pas le faire », je ne peux pas te faire des excuses, en même temps qu'un renoncement, il s'agissait là d'une confirmation que jamais il ne changerait. Et une volonté affirmée de rester dans sa logique de pervers narcissique. Et aussi une confirmation, je le sais maintenant, 30 ans plus tard, qu'il ne s'agissait là que d'une trêve dans son comportement destructeur à mon égard. Non pas un moment de repentance, mais un moment de victoire dans lequel il pouvait se permettre de relâcher la pression sur sa proie. Une victoire dans le ressenti de laquelle il pouvait se permettre de relâcher sa pression sur moi. Inutile de dire qu'à cette époque, bien sûr, ces excuses que je demandais, alors qu'en principe, dans un monde d'adultes et responsables, je n'aurais même pas eu à les demander. Mais je les demandais parce que d'une part, donc je voulais comprendre, mais aussi parce que elles m'étaient indispensables pour pouvoir envisager une continuité dans cette relation. Une relation à laquelle ce pervers narcissique, bien que n'en ayant pas la conscience, a aussi renoncé. En renonçant de faire ses excuses, à renoncer aussi à mon affection, au mérite en tout cas de mon affection, et à sa relation avec moi. Des excuses qui là sont absolument indispensables. C'est trop grave, c'est aller trop loin. Mais je le souligne ici, ce qui m'a étonné à l'époque, c'est de voir à quel point il était conscient du mal qu'il m'avait fait, et donc bien sûr, ce mal avait été fait en toute conscience. C'est pas une conscience qui lui venait à ce moment-là. C'est pas une analyse que peut-être j'ai complètement faite à l'époque, mais ça voulait bien sûr dire aussi que tout ce temps où il me faisait du mal, il était dans la conscience du mal qu'il me faisait. Il n'a pas pris conscience tout à coup qu'il me devait des excuses. C'est la conscience qui me faisait du mal a toujours été, tout le long où il me faisait du mal, était bel et bien présente dans son esprit. Dans ce « je ne peux pas te faire des excuses », très lourd de conséquences donc, il y a là donné la réalité de ce trouble de la personnalité qui est donc la perversité ou la perversion narcissique. Je ne sais pas comment il faut dire exactement. Parce qu'au moment où je demande des excuses, et je me souviens bien, la phrase était très proche de ce que je viens d'exprimer là, tu pourrais quand même me faire des excuses. Ça vient dans une discussion, ça vient à un moment où je sens que c'est le moment. Et c'est ça, tu pourrais quand même me faire des excuses, non? J'étais à ce moment dans la dynamique de celui qui veut engager une discussion de manière à lui faire prendre conscience de sa responsabilité dans l'état dans lequel j'étais. L'état détruit dans lequel j'étais à ce moment-là. Or, la discussion a
très vite tourné court, comme je viens de te le dire, et d'une façon qui, je dois le dire à l'époque, m'a laissé perplexe. Et insister, de toute manière, n'aurait servi absolument à rien. À l'époque, j'ai voulu prendre ça comme une demi-excuse, alors qu'il s'agissait de tout le contraire. Grave erreur. Comme d'ailleurs les 30 années qui vont suivre finalement me l'apprendront. J'avais au contraire l'information que le mal qui m'avait été fait l'avait été non seulement en pleine conscience, mais qu'en plus cette personne ne voulait pas changer et que j'étais bel et bien toujours sa proie favorite. En trêve, oui, mais toujours sa proie. Une réalité dont je n'aurai que des confirmations par la suite, dans les 30 années qui ont suivi, et bien sûr encore aujourd'hui. Le cinéma, le théâtre, les constructions farfelues, et de plus en plus farfelues, de situations qu'il programme, qu'il imagine dans sa tête, et qu'ensuite il met en place, sont toujours restées sa première des préoccupations à mon égard. Je ne vais pas tout te raconter ici, mais ce dont sont capables d'imaginer ces gens et osent faire est absolument incroyable. C'est sans limite. Et c'est fait pour rendre fou, jusqu'à m'obliger, alors que j'ai déjà 48 ans, à dormir dans un lit d'1,70 m alors que je mesure près d'1,90 m. Tu te dis, des lits d'1,70 m, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Sauf chez lui, ça existe. Il a un lit d'1,70 m qu'il a trouvé je ne sais où, dans une brocante, puisqu'il adore s'entourer de vieux meubles qu'il restaure. Et il y a ce lit dans la maison familiale d'1,70 m qu'il a mis dans mon ancienne chambre, dans ma chambre d'enfance, alors que j'ai 48 ans, que je viens le voir, je viens de Paris, parce qu'à l'époque, je vis à Paris, c'est en 2010, je vis à Paris, je travaille à Paris, je travaille pour mon compte à ce moment-là, je ne suis plus dans l'éducation nationale, et ça veut dire que tout le temps que je ne travaille pas, je ne suis pas payé. Donc, ça me coûte le voyage d'aller le voir, parce que je ne sais pas si je te l'ai dit, mais il a fait un AVC, je vais donc l'assister, tu vois, par rancunier, hein. Et donc, non seulement je traverse toute la France, ça me coûte des sous, mais en plus, ça me coûte très cher, puisque pendant tout ce temps, donc, je ne travaille pas. Hein, quand on travaille pour son compte, les gens qui sont dans ce cas-là le savent, c'est double coup. Donc, ce lit de 1,70 m qu'il met dans ma chambre et dans lequel il m'oblige à dormir, parce que tous les autres sont comment dire, bloqués. Il a mis toutes sortes de vêtements dessus, on ne peut pas s'en servir. Il n'y a que celui-là dans la maison. Et alors qu'il ne m'avait pas vu de presque 10 ans et que j'avais refusé donc, du travail dans ma vie parisienne à l'époque pour aller l'assister après un AVC, je viens de te le dire. Et dans la chambre où je dormais, il avait pris soin aussi, c'est pas tout, il avait pris soin aussi de rassembler tous les jouets de mon enfance. Jusqu'au nounours avec lequel je dormais étant petit. Tout était là, au pied du lit. Et en plus, c'est pas la peine de demander ce qui passe, parce que de toute façon, non, il se passe rien. Non, tout est normal, il se passe rien. Le lit fait 1,70 m, moi j'en fais 1,90 m. Tous mes jouets sont là, au pied du lit, donc qui ont été rassemblés, je veux dire, de façon, c'est pas fortuit, quoi. Je veux dire, ça a été programmé, ça a été théâtralisé, tout ça. Ça a été monté. Et tout ça dans le but de me mettre, bien sûr, dans une construction de réalité très particulière. Quelque chose qui, effectivement, peut rendre un esprit fragile fou. Ce qui n'est plus mon cas à l'époque. C'est quelque chose dont je rigole. Mais c'est pour te dire jusqu'où va la perversité. C'est quoi, pourquoi on appelle ça de la perversité? Et alors, ne va pas croire qu'il s'agit là d'agissements de personnes, quelqu'un qui est devenu fou, qui est devenu trop vieux, ou qui est devenu, ou c'est l'AVC, ou je ne sais quoi. On a là quelqu'un qui est en pleine capacité, qui est dans ses capacités intellectuelles. C'est quelque chose qui est impossible à détecter
par d'autres gens que ça prend. Ce que je veux dire, c'est que ce dont sont capables les pervers narcissiques, ça peut paraître quelque chose de fou quand il est raconté par leur proie, comme moi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne croit pas à les proies. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne croit pas à les proies. Parce que c'est trop fou pour le croire. Et puis, c'est tellement décalé avec l'image que donne aux autres personnes le pervers narcissique, qu'effectivement, c'est tout à fait incroyable. Ce que je veux te dire, c'est qu'on n'a pas affaire là à quelqu'un qui est devenu fou, quelqu'un qui est devenu sénile, c'est le mot que j'ai cherché. On a vraiment affaire à quelqu'un qui est en pleine capacité de... Même l'AVC, il est en pleine forme. En fait, j'arrive de Paris, dans les conditions que je t'ai dit. En fait, il est en pleine forme. Je m'aperçois qu'il est en pleine forme. Au point même, donc, de pouvoir monter ce théâtre-là et d'avoir trouvé les ressources et l'énergie pour aller chercher je ne sais où et rassembler tous ces jouets au pied du lit. Et ce que je veux dire, c'est que les autres personnes que les proies de ces pervers narcissiques ne peuvent pas le croire, parce que dans le cas du mien, de pervers narcissique, je peux t'assurer que c'est quelqu'un qui a toute sa tête, qui a toute sa capacité d'analyse, qui est capable de te parler des infos du jour, qui est capable de les analyser, qui est quelqu'un de relativement plutôt intelligent. Voilà, et donc, voilà. Je ne vais pas étendre plus loin ce récit. Je pense que j'en ai déjà dit suffisamment. Je pense que j'ai fait un tour d'horizon à la fois général et puis suffisamment personnel pour donner une idée quand même assez juste et de ce qu'est la perversion narcissique et de ce que sont les pervers narcissiques. Je te remercie de bien vouloir partager cette vidéo de manière à faire connaître ce trouble grave de la personnalité, destructeur pour l'entourage des pervers narcissiques. Je rappelle à ce propos que les chiffres officiels sont que 3% de la population en France est atteinte de ce trouble de la personnalité et chacune d'entre elles fera dans sa vie au moins 3 victimes. On évalue actuellement à 6 millions en France le nombre de personnes touchées. Merci de partager cette vidéo. Bon, ben écoute, voilà. Je voulais raconter ça. Et ce que je voudrais, c'est qu'en commentaire, s'il te plaît, s'il y en a qui ont vécu la même chose ou des choses similaires, j'apprécierais qu'on vienne me le raconter de manière à m'aider à ce qui reste encore aujourd'hui, malgré tout, un mystère concernant ce type de personnalité. Je pense qu'on a ici la preuve qu'en effet, il ne s'agit pas d'une maladie, parce qu'on n'est pas dans une sorte de confusion provenant d'un malade qui ne maîtrise pas son esprit. On est véritablement dans la construction d'un piège autour d'une proie. Un théâtre construit, répété, travaillé, testé au cours du temps, et avec une pression qui, là, augmente graduellement dans le temps. On entre dans la logique et le monde du conquise tout, bien sûr. Mais tant que ça sert ses plans, qui est de mettre en esclavage psychologiquement sa proie et de la détruire. Je te remercie de t'abonner à cette chaîne si tu ne l'es pas encore. Et je te dis à très bientôt, ici même sur California Voyage. Bye. Bientôt sur cette chaîne California Voyage, une vidéo à paraître concernant la loi d'attraction. Avec cette vidéo va démarrer le deuxième thème majeur que je tiens tout particulièrement à traiter. Un thème très méprisé en France, autant méprisé qu'il est pourtant essentiel. Beaucoup de retard là encore avec les États-Unis et que cette chaîne veut combler. Il est vraiment temps, je t'assure, quand tu vas voir l'importance que revêt cette connaissance dans nos vies, je pense que tu vas halluciner de ne pas l'avoir connue plus tôt. Je travaille dessus moi-même de manière très assidue depuis maintenant à peu près 3 ans
et qui me permet grâce à ce travail de bénéficier à la fois de beaucoup de confiance, mais aussi de naturel dans ma façon d'être, et je n'en suis qu'au début. Meilleure concentration, capacité de travail décuplée, focus quasi constant sur le moment présent et une gaieté au cœur qui ne veut plus me lâcher. C'est ma vie entière qui est en train de tourner en rêve éveillé. À très bientôt donc pour une vidéo d'introduction à cette connaissance. Bye bye, abonne-toi.